Il y a des jeux, quand tu les termines, tu sais que t'es face à des chefs-d'œuvre. Les crédits se lancent et tu te dis « Ok, incroyable, je vais m'en souvenir toute ma vie ». Eh bien c'est pas le cas de Shadow of Colossus. Dès que tu le lances, tu sais déjà qu'il est légendaire. Il y a une ambiance. Non, plus que ça, il y a une aura qui se dégage du jeu. Tu commences sur un cheval qui traverse tout un tas d'endroits magnifiques, des falaises, une forêt, pour arriver face à un viaduc aussi majestueux que gigantesque. Tu le traverses et tu te retrouves dans un espèce de temple, qui semble être la destination de notre personnage, se nommant Wander. Wow, qu'est-ce qui vient de se passer? Enfin bref, il descend de son cheval aggro et on se rend compte qu'il portait quelque chose sur son dos. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Le corps d'une femme inerte, Mono. Il la dépose quand soudain un masque étrange se met à nous parler. Il nous explique qu'il existe un lieu interdit où il est possible de faire revenir des gens à la vie. Ce lieu interdit, ce sont les Terres Désolées, où nous nous trouvons actuellement et où Wander est venu pour tenter de ressusciter Mono. Soudain, des ombres sortent du sol et commencent à s'approcher de notre héros. Mais Wander dégaine une épée qui, semble-t-il, a le pouvoir de faire disparaître le mal. Et cela est confirmé par l'apparition d'un personnage central, Dormin. Une divinité qui peut contrôler l'âme des morts. Il commence à parler avec Wander et lui propose un marché. Si tu tues les 16 colosses présents sur les Terres Désolées, alors je ramènerai cette jeune femme à la vie. Cependant, Dormin précise bien qu'il y aura un lourd prix à payer. Wander s'en fiche et accepte. Il part donc en quête des 16 colosses accompagné de son cheval aggro et de son épée qui a la capacité de le guider vers les colosses. On sort alors du temple et on peut enfin contrôler notre personnage. Et la seule chose qui me vient à l'esprit c'est... Waouh, c'est vide. Hormis les quelques rares oiseaux qu'on peut voir voler dans le ciel et les 16 colosses, il n'y a aucune forme de vie dans le jeu. Aucune quête secondaire, aucun PNJ, rien. Même les colosses doivent être tués dans un ordre précis. Bien que ce soit un open world, il n'y a aucune place à la liberté. Tu suis le chemin indiqué par l'épée et c'est tout. J'aimerais comparer ça à un open world qui a mis tout le monde d'accord et qui a l'opposé de Shadow of Colossus, Zelda Breath of the Wild. Dans ce jeu, on peut aller battre directement le boss final. Mais, il y a des villages, plusieurs centaines de personnages, des sanctuaires, des tours de reconnaissance, des camps d'ennemis, énormément de quêtes. Dans Shadow of Colossus, tu as le temple, les 16 colosses, point. Et tout cela est voulu par les concepteurs du jeu, Fumito Ueda, à qui on doit aussi les deux chefs-d'œuvre Ico et The Last Guardian. Ils utilisent les open world pour donner un aspect contemplatif au jeu. Et c'est brillamment réussi. On est écrasé par la map du jeu qui en plus d'être bien foutue, est aussi magnifique. Enfin ça c'est du côté du remake sorti en 2018, parce que le jeu original est sorti sur PS2 en 2005. Et autant vous dire que c'est pas la même chose. Le jeu est bien trop ambitieux pour sa console et se retrouve à lag extrêmement souvent en plus de pas être très beau même pour de la PS2. Cependant le studio Bluepoint Game a fait un remake PS4 en 2018. Et là, c'est du pain béni pour les yeux. Ils ont retravaillé les graphismes et la fluidité de manière irréprochable. Et de nos jours, avoir un bon remake c'est un vrai plaisir. N'est-ce pas Pokémon? Mais bon, si ce jeu est tant adulé, c'est surtout grâce à son histoire et au boss. Et ça tombe bien, nous voilà arrivés au premier colosse. Dans le monde du jeu vidéo, il est communément admis que si vous voulez donner aux joueurs le sentiment qu'il est minuscule, il faut alors compenser par la vitesse du genre que vous voulez créer. Lui c'est Balus, le Minotaure. Regardez comment le sol se met à gronder à chacun de ses pas. Il est tellement immense qu'il ne nous remarque même pas. Et on en profite pour s'approcher de lui et tenter de le combattre. Pour faire simple, chaque boss ont des sauts de lumière sur des parties de leur corps qu'il va falloir trouver, puis escalader les colosses pour tenter de réussir à les atteindre et planter notre épée plusieurs fois pour les tuer. Pour Balus, son souhait est sur sa tête. Alors on grimpe difficilement mais on arrive à l'atteindre. Et on lui plante notre épée dans le crâne. J'ai comme un sentiment étrange qui me vient. Mais pas le temps de se poser de questions, puisqu'à peine le colosse abattu, qu'une espèce d'aura sombre nous transperce et nous fait perdre connaissance. On se réveille dans le temple, avec la même ombre qu'on avait vue au début du jeu, qui nous observe avant de disparaître. Juste après, la statue représentant Valus s'autodétruit, et Dormi nous indique alors le prochain boss à les combattre. Vous l'aurez compris, c'est le schéma qu'on aura pour tous les colosses. On continue sur notre lancée avec Quadratus le mammouth, Gaius le chevalier et Phaedra le cheval.
Et en finissant celui-ci et en revenant au temple, on remarque que Mono est bien moins pâle qu'au début du jeu. Mais vous trouvez pas que quelque chose cloche dans le scénario? Wander n'est pas le héros cœur pur cliché des histoires d'heroic fantasy. Certes, il est prêt à risquer sa vie pour ressusciter celle qu'il aime, mais pour ça, il se retrouve à aller dans un lieu interdit pour tuer des colosses qui techniquement ne lui ont rien fait. Sur les 4 premiers boss, seul le 3ème est agressif envers le joueur, les 3 autres l'ignorant simplement et essayant de le faire tomber quand Wander commence à les attaquer. On n'est pas le chassé dans l'histoire, mais bien le chasseur, et on peut s'en rendre compte très tôt dès le 2ème boss. Quand on l'escalade et qu'on les plante notre épée dans son saut de lumière, la bête s'écroule en poussant un râle profond, comme un cri de douleur. Et la musique que l'on entend, ce n'est pas une musique victorieuse comme dans tous les autres jeux, la musique qu'on entend, c'est un requiem. Un requiem qui nous conte l'histoire d'un homme prêt à sacrifier des divinités pour faire revivre la femme qu'il aime. Oui, on en déduit que ce sont des divinités car elles ont tous une statue les représentant, ont des pouvoirs surnaturels et sont les seuls êtres vivants dans les terres désolées qui s'étendent sur des centaines de kilomètres. Et c'est pas parce que les colosses seraient agressifs envers les humains, car la plupart d'entre eux sont pacifiques, comme Idrus, l'anguille du lac du Nord, qui évitera tout contact avec Wander. Même leur aspect physique n'est pas fait pour inspirer une aura maléfique ou même bienfaisant. Ils nous procurent simplement de l'admiration pour ces créatures, qui sont probablement vivantes depuis des millénaires. Wander, poussé par son égoïsme, se retrouve à risquer sa vie un nombre incalculable de fois, alors qu'il sait même pas si Dormin compte tenir sa parole. Mais bon, si on veut en apprendre plus sur lui, on va devoir avancer dans le jeu en tuant les colosses. On enchaîne donc avec Avion, l'oiseau de proie, Barbal second Minotaure, Idrus le dragon des mers et Kuromori le lézard des ruines. Nous voilà maintenant à la moitié. Les ombres s'accumulent autour de notre héros, comme des remords qui le tourmentent de plus en plus. Wander commence à vaciller et à avoir des hallucinations, dans lesquelles il voit Mono se réveiller. Mais il n'en est rien, il doit encore abattre 8 colosses. Bazarazan, la tortue des tempêtes, Dirg le tigre de sable, Selosia le lion de feu et Pelagia le monstre des mers. Après l'avoir battu, on ne se téléporte pas directement. Avant, on a le droit à une cinématique, où l'on peut voir des hommes à cheval visiblement à la recherche de Wander. Et parmi eux, il y a leur chef, qui porte le même masque que celui au début du jeu. Ça n'annonce rien de bon pour Wander, étant donné qu'on rappelle qu'il a pénétré illégalement sur les terres désolées. Et comme un problème n'arrive jamais seul, on se rend de plus en plus compte d'un truc. Wander devient de plus en plus pâle, à l'inverse de Mono qui reprend des couleurs. Est-ce qu'on serait pas en train de donner notre énergie vitale à Mono? Si on veut plus de réponses, il va falloir continuer d'avancer. On s'attaque donc aux 4 derniers colosses. Phalanx le serpent des cieux, qui au passage est sûrement le boss le plus beau de tout le jeu, Cenobia le cerbère et Argnus le dernier minotaure. On les terrasse tous les 3, ce qui nous amène au dernier boss. Pour cela, nous devons nous rendre dans la dernière zone du jeu, le sanctuaire. On se fait guider par l'épée avec Agro quand on tombe sur un pont relativement fragile. Wander décide de le traverser quand soudain... Agro fait une chute mortelle en se sacrifiant pour Wander. Mais celui-ci ne semble pas être attristé par la mort de son compagnon, alors qu'il a fait un voyage extrêmement long avec lui, potentiellement plusieurs semaines. Cette quête lui a fait petit à petit perdre son humanité, et ce manque de réaction n'est que la confirmation du changement de mentalité de Wander. On se retrouve donc à faire le reste du chemin à pied, et après une longue session d'escalade, on se retrouve face au plus grand boss du jeu, Malus, la tour des flammes. Et ayant conscience qu'on ait massacré tous ses potes, on peut comprendre qu'il ne soit pas très pacifique et qu'il nous balance des météores à la gueule. On se retrouve donc à se cacher dans les geôles du sanctuaire en attendant une ouverture. On arrive finalement à en trouver une, nous permettant d'escalader Manus et de lui enfoncer notre épée dans le crâne, tandis qu'il s'effondre de douleur. C'est bon, on a atteint notre objectif, les 16 colosses sont morts, Mono devrait pouvoir se réveiller. Mais quelque chose me dit que tout ne va pas se passer comme prévu. On reprend sur le groupe de soldats qui entrent dans le temple et qui assistent à la destruction de la dernière statue. On apprend que l'homme au masque est le seigneur Aemon, venu pour récupérer l'épée que Wander a volée à son village. Il commence à faire d'étranges incantations sur Mono tandis que Wander réapparaît. Il a maintenant des cornes, des yeux bleus scintillants et son teint est plus pâle que jamais. Le lourd prix à payer n'était pas à prendre à la légère. Aemon demande à ce qu'il soit achevé pour en finir avec ses souffrances. On lui assène alors un tir d'arbalète dans la cuisse ainsi qu'un coup d'épée dans le cœur. Mais il se met à saigner la même aura sombre que les colosses. Il arrive à se relever tant bien que mal, s'approchant de Mono avant de retirer l'épée, et de se faire complètement submerger par une aura terrifiante. D'un coup...
il se transforme en un colosse monstrueux. Et ce colosse, c'est Dormin. Il a manipulé Wonder pour récupérer son corps qui avait été séparé et scellé en 16 parties gardées par les colosses. Wonder a libéré sans le savoir un démon millénaire que l'on peut désormais contrôler. Et tandis qu'on tue une partie des soldats, Aemon jette l'épée dans le bassin sacré du temple, ce qui crée un portail qui absorbe Dormin jusqu'à la source. Wonder retrouve peu à peu forme humaine, étant de plus en plus loin de Mono. En essayant de la retrouver, il s'en est finalement éloigné définitivement. En trahissant les lois de la nature, Wonder a eu un châtiment pire que la mort. On peut une dernière fois contrôler notre personnage, en essayant désespérément de le faire s'accrocher aux marches. Malgré tout, nos efforts sont vains. On se fait absorber par la lumière, c'est la fin pour Dormin, qui se fait définitivement sceller. Les survivants quittent alors les terres désolées, ce qui détruit le pont symboliquement. On revient alors sur Mono, qui se réveille. Dormin a donc malgré tout tenu sa parole. Et Agro lui aussi est vivant, bien qu'ayant une patte brisée due à la violence de sa chute. Et alors que les crédits s'affichent, Mono s'approche du même bassin où a été scellé Dormin. Il est asséché et en regardant à l'intérieur, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Elle le prend dans ses bras et se dirige vers le jardin où il y a de la vie animale, qui avait disparu suite à l'avènement de Dormin et des 16 colosses. Fin. Wow, quel jeu incroyable. Shadow of Colossus est un putain de chef-d'œuvre incontestable. Il arrive en moins de 10 heures à nous transmettre une histoire de manière implicite, laissant le joueur théoriser sur ce qui se passe autour de lui, en plaçant des éléments discrets mais présents sur comment se déroulera l'histoire. Cependant, il n'est pas exempt de défauts non plus. La maniabilité du jeu est plus que médiocre, et la caméra qui ne sait pas gérer le mouvement des colosses a de quoi faire rager beaucoup de joueurs, sachant que escalader les colosses c'est littéralement le centre du jeu. Et l'argument de « ouais, la caméra qui bouge dans tous les sens c'est pour accentuer notre côté insignifiant » ne tient pas debout. Sachant que dans The Last Guardian, jeu développé par le même studio que Shadow of Colossus, il y a le même problème, donc ça tient plus du manque de rigueur que d'une volonté artistique. Mais ça n'empêchera pas à ce jeu d'avoir une influence colossale sur le monde du jeu vidéo. Les créatures divines dans Breath of the Wild ou les machines dans Horizon Zero Dawn sont des inspirations même pas cachées. Grimper sur des créatures titanesques pour trouver leurs points faibles et ensuite les battre avec une épée et un arc, j'ai comme un air de déjà vu. Ces jeux montrent à quel point Shadow of Colossus a inspiré des développeurs à travers le monde, en redéfinissant ce que peut être une expérience vidéoludique. C'était ACDF, à bientôt pour une prochaine histoire au coin du feu.